Quand un homme décoré de la médaille d'honneur, la Croix de la Marine, 2 fois médaillé du service distingué de la Marine, 2 fois médaillé de la Légion du Mérite, et détenteur d'une Distinguished Flying Cross et de la médaille d'or du Congrès, te dit que 1 n'égale pas 1, tu arrêtes tout ce que tu fais et tu écoutes attentivement. Cet homme nous dit que l'Antarctique n'est pas ce que nous croyons. En fait, l'Antarctique serait un continent florissant, habité depuis des générations. S'il a raison, cela signifie que tout ce que notre gouvernement nous a jamais dit est un mensonge. Je sais que les gouvernements mentent, mais ce mensonge-là serait le roi de tous les mensonges. Et c'est là que tu te rends compte que le problème n'est pas le mensonge en lui-même, mais ce qu'il cache réellement en Antarctique, la vraie raison de ces mensonges. Voilà les propos de Richard Byrd. L'amiral Richard E. Byrd était l'un des officiers les plus décorés de la marine américaine. Il est le seul homme dans l'histoire à avoir eu droit à 3 parades en son honneur à New York, en 1926, 1927 et 1930. Il est également l'un des rares officiers militaires américains à porter une médaille à son effigie. Quand il s'agit de réalisation, d'authenticité et de récompense, personne ne rivalise avec Richard E. Byrd. Mais Byrd est surtout connu pour ses expéditions. Il a exploré des endroits où personne n'osait aller. Tu vois, Byrd avait cette obsession d'être le premier en tout. Peut-être est-ce pour cela qu'il a obtenu tant de distinctions, comme devenir le plus jeune amiral de l'histoire à seulement 41 ans. Son obsession pour être le premier l'a conduit à diriger des expéditions vers l'Antarctique. De 1900 jusqu'aux années 2000, il a dirigé 5 voyages différents vers ce continent glacial. Les 3 derniers ont été financés par le gouvernement américain, tandis que les 2 premiers furent payés de sa propre poche. Selon certains croyants, sa première expédition en Antarctique a eu lieu en 1928 avec 2 navires et 3 avions. Ils ont pris des photos, étudié des roches et maintenu un contact radio constant avec le monde extérieur. Puis, durant l'été 1933 à 1934, Byrd a entrepris son second voyage, où il a travaillé seul pendant 5 mois dans une station météorologique appelée « Base avancée ». C'est lors de cette expédition qu'il a failli mourir d'une intoxication au monoxyde de carbone, due à un poêle mal ventilé. Bien que ces expéditions aient été incroyablement utiles, ce ne sont pas celles dont tout le monde parle. La 3e expédition de Byrd, appelée Opération High Jump, est celle qui a éveillé les suspicions. Entre 1946 et 1947, Byrd a mené une mission pour établir une base de recherche sur la plateforme de glace de Ross, nommée Little America. Le but officiel était de tester l'équipement américain dans des conditions extrêmes. Cependant, cette explication laisse des questions en suspens. Pourquoi cette mission soi-disant d'entraînement nécessitait-elle 14 navires, 33 avions et environ 4700 hommes, armés jusqu'aux dents? 2 destroyers, 2 pétroliers, des avions de reconnaissance lourdement armés et même un sous-marin d'attaque étaient mobilisés. Cela paraît bien trop pour un simple exercice de routine. Certaines théories suggèrent que cette opération avait en réalité un autre but, affronter des forces nazies en Antarctique. En décembre 1938, alors qu'Hitler se préparait à entrer en guerre, il s'intéressait également à des artefacts mystérieux, dans l'espoir d'acquérir des technologies qui pourraient lui donner l'avantage. Une de ces expéditions, lancée le 17 décembre 1938, envoyait le navire Schwabenland en mission secrète en Antarctique. À son bord, des scientifiques, ingénieurs et membres de la société Thule, un groupe occultiste allemand. La société Thule croyait en l'existence d'une race avancée vivant dans les profondeurs de la Terre, et leur entrée serait située au pôle Sud. Leur mission, trouver cette entrée et négocier l'accès à cette technologie afin de l'utiliser dans la guerre imminente. Les nazis auraient établi une base secrète en Antarctique, surnommée Base 2011, située dans une oasis polaire, une région libre de glace et géothermiquement chauffée. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette base se serait développée pour devenir un complexe souterrain aussi vaste qu'une petite ville. Ce développement inquiétait énormément le gouvernement américain, d'où l'implication du gouvernement dans les expéditions de Byrd. Et c'est là que la théorie du complot se renforce, l'Antarctique abriterait des secrets bien plus sombres que nous ne l'imaginons, cachés sous l'épaisse couche de glace. En Antarctique, il y a un vieil adage, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Et c'est exactement ce que l'Amérique s'apprêtait à faire avec l'opération High Jump. L'opération devait durer entre 6 et 8 mois, mais comme je l'ai déjà mentionné, elle a été interrompue après seulement 40 jours, car elle était, selon eux, un succès. Presque immédiatement, tout le monde a été évacué, et la mission a été terminée. La marine américaine a affirmé que l'hiver arrivait plus tôt que prévu et que les conditions météorologiques se dégradent.
Mais en Antarctique, en février, c'est le cœur de l'été. Leurs déclarations ne collaient pas avec les faits. Après tout, ils étaient venus là-bas pour tester leur équipement dans des conditions froides. Si ce qu'ils disaient était vrai, le temps aurait dû être parfait pour leurs essais. C'est à ce moment que les théories du complot ont commencé à émerger. Quelque chose s'est-il passé en Antarctique qui aurait forcé ce groupe naval massif à rentrer aux États-Unis pour se réévaluer et se regrouper? Et pour se regrouper en vue de quoi? Pendant longtemps, personne ne le savait. Jusqu'à ce qu'un journal intime de l'amiral Byrd soit découvert. Lors de l'un de ses vols de routine, l'amiral Byrd survolait le pôle Sud tout en parlant au public américain en direct, retransmis par la marine. C'était comme si tu écoutais ton influenceur préféré partager ses expériences en direct. Mais soudain, Byrd fut coupé de sa radio pendant près de 3 heures. Personne ne savait où il était, et même la marine ne pouvait pas le joindre. Ce n'est qu'après la publication de son journal que nous avons pu savoir ce qui s'était passé durant ces 3 heures manquantes. Nous survolons une petite chaîne de montagnes et continuons vers le nord, autant que possible. Au-delà des montagnes, il semble y avoir une vallée avec une petite rivière qui serpente en son centre. Il ne devrait pas y avoir de vallée verdoyante en dessous, quelque chose ne va pas. À bâbord, d'immenses forêts couvrent les pentes des montagnes. Nos instruments de navigation tournent sans cesse, le gyroscope oscille. Byrd venait de découvrir un endroit qu'il n'arrivait pas à expliquer. L'Antarctique est l'un des endroits les plus froids de la planète. De la chaleur et des plantations vertes ne devraient pas exister ici. Et pour ajouter à la confusion, Byrd raconte qu'il ne voit plus le soleil, un problème pour lui car il devait s'en servir pour naviguer. La lumière ici semble différente. Je ne vois plus le soleil. Nous faisons un autre virage à gauche et repérons ce qui semble être un grand animal en contrebas. Il ressemble à un éléphant, non, c'est plutôt un mammouth. Incrédule, il diminue l'altitude pour mieux observer. Il confirme, c'est bel et bien un mammouth. Byrd tente de rapporter cette découverte au camp de base, mais sa radio ne fonctionne toujours pas. Et c'est là qu'il aperçoit quelque chose d'encore plus incroyable, une ville. L'avion semble soudain léger, presque flottant. Les commandes ne répondent plus. À ses côtés, des engins en forme de disque, avec des marques étranges, s'approchent. Il porte un symbole qui lui est familier, une sorte de swastika. C'est fantastique, pense-t-il. Même Byrd ne sait pas exactement ce qu'il a vu ce jour-là. Étaient-ce des extraterrestres? Une civilisation ancienne? Ou bien les Ariens que les Allemands cherchaient? Finalement, sa radio se remet en marche. Une voix lui parle, en anglais, mais avec un accent nordique ou germanique. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils allaient l'aider à atterrir et qu'il était entre de bonnes mains. C'était la Seconde Guerre mondiale, et entendre quelqu'un parler avec un accent allemand et te demander de faire confiance, c'était comme faire un pacte avec le diable. Mais Byrd n'avait pas le choix. Ses moteurs étaient sous un étrange contrôle et l'avion atterrit en douceur, sans qu'il n'y puisse rien. Plusieurs hommes s'approchèrent de l'avion, grands, avec des cheveux blonds. Au loin, une grande ville scintillante aux couleurs arc-en-ciel. Byrd était en état de choc. Il ne voyait aucune arme sur ces hommes. Une voix l'appelle par son nom et lui ordonne d'ouvrir la porte. Il obéit. Byrd est ensuite conduit dans un bâtiment majestueux, où il rencontre celui qu'on appelle le maître. Cet homme à l'allure délicate et au visage marqué par les années l'invitait à s'asseoir. Le maître lui parle doucement et lui dit qu'ils l'ont laissé entrer parce qu'il est un homme de caractère noble et bien connu à la surface de la terre. Byrd est stupéfait par ce qu'il entend. La surface? S'exclame-t-il. Le maître, avec un sourire, lui explique qu'il se trouve dans le monde intérieur de la terre, le royaume des Arani. Si ce que le maître disait était vrai, cela bouleverserait tout ce que nous avons jamais cru savoir sur notre planète. Il existe une théorie appelée la Terre creuse. Certains croient fermement qu'il y aurait une ouverture vers le centre de la Terre, notamment au pôle nord et sud. Des légendes parlent d'extraterrestres, de vikings, et même de nazis qui se seraient cachés à l'intérieur. Adam et Ève eux-mêmes auraient été bannis de ce monde intérieur, et les tribus perdues d'Israël y auraient migré. Le maître explique à Byrd qu'ils l'ont intercepté pour lui transmettre un message, l'usage des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki les inquiétait profondément. Ce pouvoir destructeur les avait poussés à sortir de leur discrétion pour enquêter. Cette partie de l'histoire fait écho aux nombreux témoignages d'observations d'OVNI autour des centrales nucléaires à l'époque. Étonnamment, nous n'avons jamais eu de troisième guerre mondiale.
Peut-être est-ce grâce à cette mystérieuse intervention? J'aime la paix, mais sachant que l'humanité préfère souvent la division à l'unité, c'est étrange. Peut-être que nous devons notre survie à ces gens. Le maître continue de parler de la nécessité d'intervenir, car l'humanité a appris à manipuler certains pouvoirs. Nos émissaires ont déjà délivré des messages aux puissances de votre monde, mais ils ne les écoutent pas. Votre race a atteint un point de non-retour, car il y a parmi vous ceux qui préfèrent détruire votre propre monde plutôt que de céder leur pouvoir, tel qu'ils le connaissent. Les âges sombres qui approchent pour votre race couvriront la terre comme un voile, mais je crois que certains de votre race survivront à la tempête. Au-delà, je ne peux rien dire. Nous voyons, au loin, un nouveau monde s'éveiller des ruines de votre race, cherchant ses trésors perdus et légendaires. Et ils seront ici, mon fils, en sécurité sous notre protection. Lorsque le moment viendra, nous reviendrons pour aider à raviver votre culture et votre race. Peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez appris l'inutilité de la guerre et des conflits. Après cela, certains aspects de votre culture et de votre science vous seront restitués pour que votre race puisse recommencer à nouveau. Toi, mon fils, tu dois retourner dans le monde de la surface avec ce message. Après avoir reçu le message complet, Beard fut escorté hors de la salle et fut rapidement ramené à son avion, puis escorté hors de la cité de cristal. Dès qu'ils quittèrent la ville, un message radio parvint, « Nous vous quittons maintenant, amiral. Vos commandes sont libres. Au revoir. » Et c'était tout. Beard était confus par ce qui venait de se passer. Finalement, sa radio fonctionnait à nouveau et la marine pouvait le joindre. Le 11 mars 1947, après que l'expédition fut écourtée, Beard assista à une réunion d'état-major au Pentagone où il fut débriefé. Il informa tous les présents de ce qu'il avait vu et du message qu'il avait reçu. Après ce débriefing, l'amiral Beard fut détenu pendant plusieurs heures, exactement 6h39. Il fut interrogé intensément par des forces de sécurité de haut niveau et une équipe médicale. Il fut placé sous un strict contrôle et on lui ordonna de rester silencieux sur tout ce qu'il avait vu ou entendu dans la cité de cristal. On lui rappela qu'après tout, il était un militaire et qu'il devait obéir aux ordres. Leur plan a fonctionné, car Beard n'a quasiment plus jamais accordé d'interview après l'opération Egg Jump. Il faisait toujours très attention à ce qu'il disait. Mais le fait qu'il ait tout écrit dans son journal intime, qui fut publié après sa mort, était pour lui une sorte de revanche finale. Lorsque Beard quitta l'expédition et retourna au Chili, c'était là que la marine s'était d'abord repliée avant de rentrer aux États-Unis. Il fut interviewé par un journaliste chilien. Dans cette interview, il parla du fait que les États-Unis allaient être confrontés à un ennemi capable de voler d'un pôle à l'autre. Cela semblait étrange et beaucoup se demandaient ce qu'il voulait dire, mais après la publication de son journal, les gens ne purent s'empêcher de se demander s'il faisait référence à la civilisation qu'il avait rencontrée au pôle Sud. Cela n'a pas non plus arrangé les choses que le secrétaire à la Défense, James Forrestal, se soit suicidé, selon les rapports officiels. Forrestal aurait prétendument sauté par la fenêtre du service psychiatrique dans le Maryland, et cela peu de temps après l'opération Egg Jump. Avant sa mort, il était un fervent défenseur de l'existence des extraterrestres et voulait informer le public américain de cette question, mais il fut étiqueté comme fou, interné dans un hôpital psychiatrique et, plus tard, il aurait soi-disant sauté vers la mort. Le seul homme qui savait quelque chose sur l'opération Egg Jump et qui allait en parler était désormais mort. Affaire classée, comme d'habitude. Bien sûr, il y a des critiques qui avancent des arguments solides sur les personnes inventant des histoires. Je me retrouve parfois à être critique lorsque j'examine des histoires comme celle-ci. Par exemple, les dysfonctionnements d'équipements que l'on croyait attribués aux extraterrestres s'expliquaient en réalité par le froid extrême qui causait des pannes. C'est pour cette raison que l'opération Egg Jump avait été lancée au départ. Aussi, quand Beard parlait des États-Unis attaqués d'un pôle à l'autre lors de son interview, il faisait probablement référence aux attaques des Allemands venant du pôle Sud vers le pôle Nord, et pas nécessairement à des extraterrestres. Les journalistes ont un talent pour rendre l'ordinaire extravagant afin de captiver les gens et vendre plus de journaux. Mais la critique la plus importante reste que le journal intime n'existait tout simplement pas. Oui, il n'a jamais été écrit par Beard, tout était un mensonge. De la même manière qu'il fut déboulonné que Beard n'était pas le premier homme à atteindre le pôle Nord, un titre qu'il a conservé longtemps, même après sa mort, jusqu'à ce que quelqu'un se montre assez curieux pour remettre en question cette possibilité. Et après un certain temps, on découvrit qu'il n'était pas le premier à atteindre le pôle Nord. Cependant, une chose qui me préoccupe, c'est que, malgré tout cela,
presque tous les pays du monde, qui se battent pour des petites questions, ont réussi à s'entendre pour vivre en paix et en harmonie quand il s'agit de l'Antarctique. Cela s'appelle le traité sur l'Antarctique, signé dans les années 1960, qui fixe les règles concernant ce continent. Je ne sais pas si tu connais bien ce continent, mais il est entouré d'un étrange secret politique. Tu ne peux pas visiter l'Antarctique à moins d'être un scientifique ou d'obtenir un laissez-passer. Ce continent est pratiquement interdit. Oui, quelques compagnies organisent des croisières coûteuses, mais les personnes qui dirigent ces entreprises doivent avoir des liens avec les agences de renseignement, ce qui signifie que tout ce qu'elles te montrent est déjà de l'information édulcorée. C'est étrange pour moi que le traité sur l'Antarctique ait si bien fonctionné. On dit qu'il a été signé pour protéger les ressources et l'environnement, ce qui est tout à fait légitime. Mais il est étrange qu'une personne de n'importe quel endroit du monde ne puisse pas se rendre en Antarctique. Il faut également se rappeler que, ces dernières décennies, il y a eu des témoignages étranges, et même des témoins, d'ovnis émergeant de l'océan dans cette région du monde. Même si l'on dit que le journal de Byrd est un faux, cela nous pousse tout de même à nous poser des questions. Un fait demeure, que l'histoire soit vraie ou non, Byrd a disparu pendant 3 heures. Où était-il pendant ces 3 heures où personne ne pouvait le joindre? Comment a-t-il pu rester en vol pendant plus de 3 heures sans ravitaillement? La mort mystérieuse du secrétaire à la défense et la mort du propre fils de Byrd rendent ce qui devrait être une affaire classée en une affaire encore ouverte à l'investigation. Son fils a été retrouvé dans un entrepôt abandonné à Baltimore quelques jours avant la publication du prétendu faux journal. Et voici le plus étrange, le rapport officiel indique que la cause de sa mort est la malnutrition et la déshydratation. Dis-moi, comment le fils d'une famille éminente du Massachusetts a-t-il pu mourir de malnutrition? Si tout ce qui est mentionné ci-dessus n'est que coïncidence, alors je dois dire que cela fait beaucoup de coïncidences, n'est-ce pas?